l'information principale ce soir, Christophe Charles, la dégradation de la note de la France serait imminente. Et oui, l'agence Standard & Poor's aurait décidé d'enlever à la France son désormais fameux triple A. Elle ne l'a pas encore annoncé officiellement. Mais qu'elle enlevait à Paris son triple A, conséquence d'une croissance faible et du creusement des déficits publics. Conséquence aussi apparemment une vraie catastrophe. Vendredi 13 janvier 2012, la France était dégradée. Et pourtant, ce triple A, Nicolas Sarkozy venait justement d'en parler comme d'un trésor national intangible. Je ne laisserai pas détruire ce patrimoine. Et au cœur de ce patrimoine, il y a la monnaie dont nous sommes dotés à 10 ans. Que les choses soient claires entre nous. Notre triple A baissé en double A. En quoi ça pouvait être une catastrophe? C'est assez surréaliste, ces notes. Mais c'est une manière propre aux agences de notation de noter. Triple A, c'est disons 20 sur 20, et double A, c'est comme 19 3/4 sur 20. En fait, pour le grand public, la perte de notre triple A, ça a révélé l'existence des agences de notation. Surtout les trois grandes, les Big Three comme on dit. 90% du marché de la notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Attention, elles existent depuis plus d'un siècle. Et toutes les trois américaines, même s'il y a 15 ans, Fitch a été racheté par un Français. D'ailleurs, le voici interviewé en juillet 2012. Fitch a maintenu le triple A français dès décembre dernier, décembre 2011. Bon. Mais nous avons indiqué que nous sommes sur surveillance négative, la France. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir deux événements qui provoqueraient une réétude de la note de la France, qui sont d'une part, si aucune croissance économique vient. Et le deuxième point, c'est que si la zone euro va mal, dans ce cas-là, c'est un risque pour la note de la France. Eh bien, déjà à l'époque, c'était pas franchement rassurant, alors maintenant, mais quel aplomb. Ces agences feraient la pluie et le beau temps sur la finance mondiale? C'est ce qu'on est allé voir de plus près, mais les managers des Big Three s'enferment dans leur bureau high-tech et à part sur les plateaux. Pour maîtriser totalement ce qu'ils disent, ils ne sont pas bavards. Il a fallu ruser pour comprendre comment ça marche, les agences. Qu'est-ce qu'elles font en réalité et quel est leur pouvoir sur les pays et leur politique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord. Je suis Nevin et mon collègue Didier... En France, on a vécu la perte du triple A comme un drame. Avant, les États-Unis avaient également vu baisser leurs notes et le Royaume-Uni est dans le collimateur, mais apparemment, ça n'y émeut pas autant les foules. Si vous allez à la fin du document, vous avez un tableau qui est assez intéressant, voilà, page 5, qui détaille toutes les positions britanniques sur les idées de réforme. D'accord, ok. Alors, eux, ils sont en train d'avoir une séquence d'audition sur les agences de notation. Dans la culture anglo-saxonne, la question de la notation serait considérée avec davantage de distance? C'est le genre de question que se pose une mission d'enquête du Sénat français sur les agences de notation. Pour en savoir plus sur elles, justement, ce jour-là, les sénateurs se rendent à Londres. C'est le cœur du capitalisme financier d'aujourd'hui et la tête de pont européenne des grandes agences. On est assez conscient en effet qu'il y a une différence de point de vue aujourd'hui entre une vision française et plus européenne dans certains cas que la vision londonienne, entre guillemets, qui représentera évidemment plus alignée en tout cas sur ce qui se passe aux États-Unis. On en est assez conscient, même s'il y a quelques divergences en tout cas. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on va écouter aujourd'hui, on va creuser un peu plus. Rencontrer des interlocuteurs britanniques, au fond, c'est se confronter à une manière différente de considérer la notation par les agences. La grande différence, me semble-t-il quand même au départ, c'est que les anglo-saxons considèrent que c'est une opinion qui est donnée, sans conséquence. On demande l'opinion, on vous la donne et vous en faites ce que vous voulez, alors que nous considérons que les conséquences peuvent être telles que ça implique une sanction si celle-ci n'a pas été établie sur des bases vraiment solides. Mais qu'est-ce qu'on note pour un pays?
Sa richesse? Eh bien, ce que notent les agences, c'est pas le pays, mais sa dette. La France émet une dette, ça veut dire qu'elle emprunte à des investisseurs sur les marchés financiers. Une bonne note d'agence, c'est un message aux investisseurs. Aucun risque de ne pas être remboursé. Et chez nous, qui s'en occupe de la dette de la France? Eh bien, c'est l'agence France Trésor. On y gère la dette de la France. Son directeur général, c'est un haut fonctionnaire des finances, également passé par la Commission européenne. La dette de la France, aujourd'hui, est détenue par des banques centrales, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des fonds de pension et des banques commerciales. Vous avez en gros un peu moins de 1400 milliards de stock de dette. Et tous les jours, en termes de flux, c'est-à-dire d'achat, de vente, etc., il y a à peu près 10 à 12 milliards d'euros qui sont échangés. Ça en fait la deuxième dette dans la zone euro la plus échangée. Le pays qui est numéro 1 en la matière, c'est l'Allemagne, où les flux sur la dette allemande sont environ plutôt de 20 milliards d'euros. Ok pour la dette, mais les agences de notation, qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans? Les agences de notation, elles viennent donner un cadre de référence en termes d'évaluation du risque de crédit pour des marchés qui sont justement des marchés très internationaux. Donc elles servent d'outils à la prise de décision d'investissement de ces mêmes investisseurs. Le Trésor royal, c'est un peu la même chose que l'agence France Trésor, mais en Grande-Bretagne. C'est ici qu'est gérée la dette britannique, mais on n'y est pas trop amateur de confidence. Et d'ailleurs, pour nous commence une série de huis clos dont nous ne saisirons que quelques bribes, par effraction. One of the issues with credit rating agencies is the reason they have such impacts is because politicians and regulators give them so much power, give them a status which is a little bit too elevated for what are just supposed to be opinions. Il y a des investisseurs importants qui regardent les notations des agences comme un facteur important, mais qui n'en sont pas strictement dépendants. C'est normal que cet avis existe. Ce qui est important, c'est que cet avis soit pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un avis. Même scénario que précédemment à la Chambre des Lords. Nous n'avons droit qu'aux paroles de bienvenue, et là aussi, quelques bribes. Et on y est plutôt indulgent envers les agences de notation. Oui, enfin, pas une surprise d'ailleurs s'agissant de la chambre réputée la plus libérale. We found that the CRAs did not precipitate the euro area crisis. We're not even sure that they exacerbated or worsened it. We didn't think that the big three, that they were biased, although all three were American, based in the United States. Les Britanniques, eux, n'ont pas découvert les agences de notation seulement hier. Non, non. Et ils ont toujours à l'esprit que l'activité principale des agences, c'est noter les entreprises, les banques, les produits financiers, ou même les collectivités locales qui empruntent sur les marchés. C'est par extension qu'elles en sont venues à noter aussi les dettes des États. Quand vous êtes une entreprise, vous payez pour votre notation, et généralement vous payez pour 2 agences. La France bénéficie d'une notation non sollicitée. Nous n'avons pas demandé à être notés. Et donc nous ne payons pas les agences pour être notées. Les agences de notation sont obligées de noter la dette de ces grands États. Si vous voulez noter tous les émetteurs d'un pays ou d'une zone, le titre de référence sur le marché de la dette, c'est le titre de la dette de l'État considéré.
Alors, ceux qui paient pour être notés financent la notation de ceux qui ne paient pas. Oui, mais c'est un juste retour des choses, car ce sont souvent les États qui garantissent la solidité des banques et des grandes entreprises. Au fond, avec les agences, c'est une sorte de jeu à trois, parfois bien utile aux gouvernants. The governments made colossal blunders. So politicians, that's us, we made big mistakes. So we need to be careful not to identify the easiest whipping boy or targets for criticism. Il y aurait donc plus d'imbrication qu'on ne le dit entre les États et les agences de notation. Ah, bien sûr. D'ailleurs, la plupart du temps, les agences travaillent en collaboration très étroite avec les États. Évidemment, avant de nous noter, elles se renseignent sur la situation française et donc elles ont des entretiens qu'organise l'agence France Trésor, comme organise dans chaque pays l'agence de la dette, avec les services, notamment du ministère des Finances, qui sont compétents dans les matières que regardent les agences. À chaque fois qu'une agence nous note, elle nous envoie 12 heures en avance le projet de communiqué. C'est pas du luxe, 12 heures, c'est peu. Enfin. C'est la règle. Mais si vous voulez, le débat, il a eu lieu avant. Hein. Avec les agences de notation, la discussion de fond a eu lieu, évidemment, avant. Ah, nous voilà enfin au cœur d'une agence de notation. Oui, ben, inutile de crier victoire. Là aussi, ce sera le blackout. La conspiration du silence des Big Three. À part ces quelques fragments de dialogue dérobés. Have we made important errors and mistakes in some of our analysis with respect to particular asset classes and to mention subprime? Yes, we did. Again, we have certainly not been infallible. We tried to look into the future, and the future is uncertain. Oui, les agences peuvent faire amende honorable, c'est un minimum. On se souvient de l'affaire Enron, c'est quand même l'escroquerie du siècle. C'est un scandale qui a éclaté en 2001, était suivi des subprimes en 2007, le marché financier inondé par des actions sans valeur liées à l'immobilier et des milliers d'Américains perdant leur maison. Eh bien, les grandes agences n'ont baissé la note des produits financiers toxiques qu'au dernier moment. Justement, nos sénateurs reviennent sur l'histoire de ces aveuglements, pour le moins suspects. Il y a 5 ans, on n'entendait pas ou très peu parler des agents de notation et tout ce que s'est passé depuis avec les subprimes, avec la crise bancaire, avec un certain nombre de choses, ça a constitué un élément supplémentaire de dégradation d'un certain nombre de situations. Les représentants des agences que nous avons écoutés ont accepté l'idée qu'ils avaient fait des fautes importantes et qu'en conséquence, il fallait réglementer plus que ce n'était aujourd'hui le travail des agences de notation. Malgré tout, de la part de toutes les personnes que nous avons rencontrées, y compris les investisseurs, il y avait un constat, ils considéraient que la place des agences de notation devait perdurer. Bon. Et lorsqu'il y a une dégradation des notes États-Unis et France, ça n'a eu aucune incidence sur le coût des emprunts de ces pays. Ce qui laisserait entendre que l'impact des agences de notation est beaucoup moins fort qu'on l'imagine et que les grands investisseurs font leur propre analyse, et peut-être qu'ils y adjoignent celle des agences de notation, mais font leur propre analyse avant de décider à quel taux est-ce qu'ils vont prêter de l'argent aux États. La crise a été certainement quelque part un révélateur et on est un peu dans le système de l'arroseur arrosé parce que quelque part leur intervention a amplifié les conséquences. Que ça a révélé qu'ils avaient... On va laisser nos sénateurs à leur débriefing et aller voir à quoi ça ressemble une agence de notation. Pour ça, on est allé voir un peu plus loin.
carrément en Chine. En Chine, à cause de la dette américaine? C'est vrai, les Chinois détiennent le quart de la dette américaine. Du coup, l'agence chinoise Dagong, c'est la petite agence qui monte. Seulement 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, toute petite hein, comparée aux milliards des Big Three, mais elle a été la première à dégrader les États-Unis et la première à noter la France aussi loin de son triple A. A+, avec perspective négative. Il y a un problème avec le chiffre d'affaires. C'est vraiment n'importe quoi. Faut tirer ça au clair. Et puis c'est pas normal que le rapport n'arrive que maintenant. Bah oui, mais entre-temps, j'ai dû travailler sur un autre dossier. Quand même, t'as vraiment mis beaucoup trop longtemps. Bon allez, va me chercher leur numéro. Cette fois, nous y sommes. Alors c'est ça une agence de notation, un bureau d'études en quelque sorte? Ben, on va en savoir davantage sur le métier avec Shui Yongqian. Il est chef analyste. Il a fait maths et droit dans la meilleure université de Pékin, et puis un peu de finance. Typiquement le genre de profil qui vous embarque dans la notation. Ta conclusion n'est toujours pas très claire. Tu dis que c'est le deuxième plus gros actionnaire de Fuxing Chine. Ok. Mais c'est pas vraiment l'essentiel pour juger de son potentiel industriel. Bien sûr que c'est un avantage, mais tu ne peux pas le mettre en premier. Son niveau de développement technologique et sa capacité à générer des bénéfices, c'est ce genre de paramètre qui est important. Tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas suffisamment abouti. Les éléments que tu as mis en avant ne sont pas les plus fondamentaux. Tu les retravailles, s'il te plaît. Lorsqu'un client demande une notation, nous allons toujours sur les lieux pour enquêter. En plus des informations que nous recueillons sur le terrain, nous consultons des données ouvertes à tous et nous achetons certaines données statistiques. Bien sûr, nous travaillons sur des banques de données extérieures. Nous n'avons pas beaucoup d'ancienneté dans la notation. Les 3 grandes agences américaines ont plus de 100 ans d'expérience, alors qu'ici en Chine, la notation à proprement parler n'existe que depuis une vingtaine d'années. Alors, nos banques de données ne suffisent pas encore à combler nos besoins au quotidien. Pendant un comité de notation, les analystes en charge du dossier présentent l'entreprise, font part de leurs analyses et de leurs conclusions. Les membres de droit du comité demandent des éclaircissements et discutent les analyses proposées. S'il n'y a plus de questions en suspens, les analystes se retirent et les 6 membres du comité de notation délibèrent à huis clos. Le résultat de la notation, assorti d'un rapport explicatif, est envoyé au client pour un droit de rectification sur nos appréciations de fond et le résultat de la notation. Toutes les agences de notation fonctionnent plus ou moins comme cela. Hein. Les méthodes sont différentes peut-être? Très peu finalement, et d'ailleurs, les barèmes sont équivalents, même si Dagong se fait toujours remarquer en notant plus durement que les autres. Oui, on sent bien qu'à Dagong, ils veulent aussi avoir une place au soleil. Bien sûr, en se démarquant des agences leaders, autrement dit, d'une manière américaine de penser la notation, mais pas sans l'avoir auparavant scrupuleusement étudiée. Tout le monde était impressionné par les agences de notation, mais personne ne savait réellement comment elles procédaient. C'était quelque chose de très mystérieux, même pour nous. Compagnie du même secteur, ce fonctionnement était opaque. Pour commencer, on a beaucoup observé ce que faisaient les Américains, qui avaient développé de grandes agences de notation. On en a conclu qu'en Chine aussi, on devait avoir ce genre d'agence.
Alors, en 1999, on a démarré une collaboration technique avec Moody's, qui a duré 3 ans. Une phase très importante de consolidation qui nous a permis à la fois d'apprendre directement de Moody's et de faire connaître très vite le nom de Dagong au niveau international. Pourquoi avons-nous mis un terme à notre collaboration avec Moody's? Pour plusieurs raisons, tenant à la pratique de la notation. La première, c'est que nous nous sommes rendus compte que Moody's utilisait des standards nord-américains pour apprécier les risques des autres pays. Et bien sûr, ça pose un sérieux problème. La seconde, c'est que nous avons mesuré à quel point la notation était importante pour la sécurité financière d'un pays. Et la troisième, c'est qu'ils avaient l'intention de nous absorber, comme ça. Toi, Dagong, tu n'existes plus, je te bouffe et voilà. L'Amérique est le plus gros débiteur au monde. C'est la dette la plus importante. Et pourtant, c'est elle qui dit au monde « Je n'ai pas de problème, tu peux me prêter de l'argent ». Cette inversion dans la relation la plus basique entre créanciers et débiteurs provoque une situation fausse pour le monde entier. On nous a dit que le débiteur était sans risque, alors nous lui avons prêté de l'argent. C'est ce qui a provoqué la crise actuelle. Le président de Dagong dit que l'importance de la notation aujourd'hui provient de ce que l'humanité est entrée dans une phase de développement basée sur le crédit, donc sur le marché financier. En Chine, c'est manifeste d'ailleurs, les personnes âgées n'ont pratiquement pas de retraite, alors beaucoup passent leur journée à surveiller le rendement de leur épargne dans les bourses de quartier. En fait, un fantastique ressort de la puissance financière chinoise. Et plus elle montera, plus Dagong montera. Bon, retour au Sénat. Non mais sérieusement, je vais répondre. Nous paraît extrêmement important qu'on toilette les textes européens sur tout ce qui fait référence aux agences de notation. Quand vous avez une variation de notation, une dégradation, ce qui se passe pour l'Espagne, là, je prends un dessin des pays qui nous sont voisins, le Portugal ou l'Italie, ça joue pour l'ensemble de l'économie, ça joue pour l'ensemble des entreprises. On a l'habitude de le dire qu'il mesure la fièvre des marchés, mais le thermomètre aujourd'hui a pris trop de place et sa fonction a été surévaluée. Donc il faut inscrire la réforme des agences de notation dans le cadre d'une réflexion d'ensemble du système financier et des marchés financiers, de leur opacité et de leur segmentation. Merci beaucoup. Ce qu'on voit d'une façon très claire, c'est que la plupart des critères sont pris aux États-Unis. Et je pense que c'est un petit peu dommage que l'Europe, d'une manière générale, et la France en particulier, n'arrivent pas à avoir un poids plus lourd dans cette discussion critère qui maintenant est au cœur du processus de notation. Je pense qu'il y a des erreurs, mais que les erreurs sont accentuées par la complexité du système qui fait qu'au cœur de la finance structurée, je pense qu'il n'y avait plus que le lead analyste, enfin l'analyste qui gérait le produit structuré, qui comprenait ce qu'il y avait dans le produit structuré. La montée des déficits et des dettes publiques en Europe, conjuguée avec les insuffisances des règles d'encadrement et de suivi des finances publiques, ont créé un vide que les agences de notation ont rempli. C'est parce que depuis plus de 30 ans s'est installé dans de nombreux pays, en particulier le nôtre,
un déficit structurel permanent que les notations des dettes souveraines fournies à titre gratuit, ce sont les agences là qui parlent, elles parlent de notations non sollicitées, ont pris l'importance qu'elles ont aujourd'hui. Et la première des recettes pour faire en sorte que le rôle et l'influence des agences de notation s'amoindrissent à l'avenir, il faut le rappeler sans cesse, et je le ferai, c'est que les États soient plus rigoureux dans leur gestion des finances publiques. On a encore droit à un huis clos sans caméra. Décidément, au Sénat, c'est parfois aussi confidentiel qu'à Londres. Ben oui. Derrière cette porte, les sénateurs auditionnent les responsables Europe de Standard & Poor's, le numéro 1 des agences de notation. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires tout de même. Ah, le top du top. Carole Sirou, présidente de S&P France, et Moritz Kremer, analyste et chef notateur de la France. C'est lui qui a proposé d'abaisser la note française, hein? Oui, mais aucun commentaire. Et manifestement, ils n'ont pas l'intention d'en faire. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire de si confidentiel? Alors? Je comprends que le suspense était à son comble, mais si vous voulez, tout ce qui a été échangé, tout ce qui a été dit, et les questions et les réponses vont se retrouver dans le rapport. Ce n'est pas nous qui avons dit que nous ne souhaitions pas de journalistes. Peut-être que pour Standard & Poor's, ça rendait le contexte plus paisible, si vous voulez. Mais les trois grands, quand même, enfin, ils sont quand même assez fermés, hein, en tout cas aux médias. Hein. Peut-être aux médias, ça ne nous concerne pas, mais ils disent c'est une opinion. Or, je pense parler au nom de l'ensemble des membres du groupe, nous considérons que c'est plus qu'une opinion, parce que ça a des conséquences sur l'économie. Au fond, les Big Three, c'est un peu comme les sectes. Motus et bouche cousue. À part les anciens. Et même pas besoin qu'ils soient partis fâchés avec l'agence. Par exemple, Pierre Caïto, pendant 15 ans, basé à Londres, il a dirigé le département de la notation souveraine. Autrement dit, la notation des États. Oui, c'est ça. Et lui, pour le monde entier, chez Moody's, l'agence numéro 2. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il avait souvent le dernier mot sur la hausse ou la baisse des notes, car il dirigeait les fameux comités de notation. Un comité de notation, c'est l'instance qui va décider de maintenir, élever ou dégrader la note. Et donc, ce sont des instances et ces comités qui se réunissent à la demande de l'analyste lui-même, de l'État ou de la banque, de l'entreprise, et ou de son chef, en quelque sorte, qui peut dire il est temps d'avoir une discussion sur tel ou tel pays. Ça se fait en pratique, effectivement, on téléphone très largement, puisque l'équipe est disséminée tous les 4 coins de la planète. En tout cas, la mienne, elle était à New York, à Londres, à Paris, à Francfort, à Singapour, à Dubaï. Un des sujets majeurs qu'on se pose quand on est dans une agence de rating, c'est les questions de résilience. Au fond, quelle est la capacité d'un État à absorber un choc? Et cette capacité d'absorber un choc, elle dépend très largement de la qualité des institutions, de la lucidité des gens qui sont à la tête du pays, et aussi la capacité des hommes politiques à faire adhérer à des politiques éventuellement difficiles la population. Donc effectivement, vous devez essayer dans un comité de rating, quand l'analyste aura présenté ses vues, etc., et les autres vont devoir poser des questions, le challenger précisément sur mais est-ce qu'on pense qu'ils sont capables de faire ça? C'est très difficile pour une agence de rating de prendre une position, en réalité, d'opposition, de jugement complètement différent du marché. Donc pour moi, je ne crois pas du tout à la critique que la subjectivité serait-elle les égards dans des directions complètement différentes, parce qu'en réalité, la subjectivité ne les égare pas dans des directions complètement différentes, elles sont proches.
réalité, je pense que la critique plus légitime, c'est de dire qu'elle valide très largement les positions du marché. Ne pas le faire, c'est très difficile. Ne pas le faire, il faut avoir la force de caractère et la qualité analytique pour être capable de prendre du recul en disant, attendez, nous on pense qu'on est certes dans un phénomène de deleveraging après 20 années ou 30 années d'exubérance sur le crédit, mais qu'on ne va pas avoir des croissances nominales de potentiel de 1%, on reste à 2%, et donc aujourd'hui, même si on est un peu en dessous, c'est pas grave, ça remontera, et donc c'est pas la peine de donner des signaux qui ne seront que du bruit. Donc vous avez des débats fondamentaux avec des divergences fondamentales qui expliquent les difficultés du job. À l'écouter, le problème de la notation, c'est moins le risque de la subjectivité que celui du conformisme à l'égard des marchés financiers. Oui, aujourd'hui, le vrai problème, c'est les marchés. La question, c'est de dire que dès lors qu'il y a un renforcement des marchés obligataires, il y a mécaniquement aujourd'hui un renforcement du poids des agences. Mais moi, j'ajouterais que le renforcement des mesures pour encadrer les banques, ça a rendu le financement par les banques plus difficile et en conséquence, ça a renforcé le marché obligataire. Et donc, ça a renforcé les agences de notation. Donc, c'est un effet induit qui, je pense, on n'imaginait pas au départ. Bon. La question, c'est demain, pour les PME, pour les collectivités locales, est-ce que vraiment on veut aller jusqu'à un financement par les marchés? Elles sont forcées d'y aller, donc qu'on le veuille ou non, aujourd'hui elles sont là, et même des petites. Aujourd'hui, même moi dans les Pyrénées-Atlantiques me disent, mais en fait on commence, les banques elles-mêmes nous encouragent, le Crédit Agricole les encourage à dire, il faut y aller quoi, parce que nous on ne peut plus vous prêter. Ce qui est quand même énorme. Ouais, c'est un problème de liquidité, c'est un gros problème de liquidité. Et donc la question, c'est si les collectivités locales les plus petites, on ne parle pas des grandes régions ou des grandes villes, vont réussir à avoir des bonnes conditions de financement. Est-ce qu'elles vont réussir à négocier correctement avec les agences pour bien montrer que leur situation financière est satisfaisante? Ça va être quand même très compliqué. We will shortly be arriving at Brussels, where this train terminates. En Europe, le contrôle sur la finance, c'est l'affaire de Bruxelles. Du coup, c'est une étape incontournable pour nos sénateurs. Et ils ont bien l'intention d'y tester la faisabilité d'une agence européenne pour contrer le quasi-monopole américain sur la notation. Au niveau de la commission. Oui, tout à fait. On parle toujours des agences de notation en parlant en fait des trois grandes. Alors que les agences de notation, c'est un écosystème où il y a énormément d'agences de notation qui sont des agences spécialisées et qui, elles, fournissent en général un très très bon service à leurs clients pour ce qui est de porter un jugement sur des produits, sur un segment extrêmement étroit, et en général, elles ne font que ça. Le monde des agences de notation ne se résume pas aux trois grandes. Mais je voulais savoir que entre 2000 et 2010, les trois grands ont procédé à plus de 40 acquisitions de petits. Et je dirais, quand on regarde d'ailleurs qui ils ont acquis, on voit qu'il n'y a pas tellement de hasard. C'est-à-dire que dès qu'une agence de taille moyenne commence à émerger, elle est rachetée par un des trois. Est-ce que ce n'est pas un devoir européen que de faire en sorte que naissent une ou des agences de notation européennes pour contrebalancer ce poids américain? Nous pensons que ça ne se décrète pas, pour être clair. Nous voyons mal comment la Commission, depuis son Olympe, pourrait dire « créons une agence européenne ». Nous pensons qu'une agence publique européenne qui notamment noterait la dette publique européenne, il y a toutes les chances pour que ça n'impressionne pas grandement les marchés, et qu'ils continuent à se fier aux trois grands. Et donc, ben voilà le commissaire. Oui, une personnalité importante. Oui, au moins, monsieur. Merci. Jean-Michel, merci d'être là. Je veux juste vous saluer parce que je suis en réunion du collège. C'est ce qu'on nous a dit. Que tu cours toujours. Tu me manques quand on est autour du bois de Boulogne. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez des gens compétents pour parler de ce sujet. C'est uniquement l'agence de notation. La ligne que j'ai choisie sur la notation, c'est de faire des règles transversales qui s'appliquent à tout le monde. Agence américaine ou autre. Il y a 23 agences qui sont maintenant supervisées par la nouvelle autorité européenne des marchés qui est en place à Paris, qui enregistre obligatoirement les agences et qui est supervisée. Ce n'est pas
artificielle comme supervision. Hein. Mais ce qui me semble très dangereux, c'est ce monopole américain. Oui. Donc, c'est pas le monopole américain qui me préoccupe le plus, c'est le manque de transparence, de rigueur, la défaillance des agences de notation dans le passé. Donc, l'obligation publique, c'était d'intérêt général, c'était d'imposer à tout le monde, y compris les agences américaines qui veulent travailler en Europe, des règles de transparence. Je suis prêt à poursuivre le dialogue et je garde une sympathie définitive pour les sénateurs. Les sénatrices. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. Comme vous êtes toujours les bienvenus ici. Est-ce que cette réglementation européenne a une chance d'être acceptée par les autorités américaines? Monsieur Obama, le président chinois, le président indien, etc. ont pris autour de la table du G20 les mêmes décisions de régulation des acteurs, des produits, des marchés. Et je suis chargé de préparer le texte pour faire ça en Europe. La priorité, Evry, c'est les Américains. Parce que je vous rappelle que 80% des transactions financières sont transatlantiques. 80%. Ça ne va pas durer. Les places asiatiques vont monter. On les attend. On n'est pas naïf dans ce domaine comme dans d'autres. Merci, M. Barnier. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Mon point de vue conclure ce point. Vous voyez bien avec la charrière. Quand on entend parler de l'Amérique, on pense toujours à nos fameuses et invisibles Big Trees. Eh oui, mais plus elles sont dans le collimateur des autorités, plus elles pratiquent la politique du secret. Les rares à oser briser l'omerta, ce sont les petites agences dont on parlait à l'instant. Il s'appelle Shawnigan, après Harvard et les banques JP Morgan et Oppenheimer. Il a créé une agence de notation avec son associé, Bruce Jones. Et quel poids ça a face aux trois grandes? Ah, faible. Mais pour une petite agence, comment espérer frapper un jour à la porte des grands, à part en cultivant sa différence? We are a rating agency, but unlike most other rating firms, we are not paid. Nous sommes une agence de notation, mais au contraire d'autres agences, nous ne sommes pas payés par les émetteurs de dette, mais par les investisseurs. Émetteurs et investisseurs ont des intérêts opposés. Les émetteurs essaient d'obtenir la note la plus haute possible. Un système où l'essentiel de l'industrie est financé par les émetteurs favorise la surnotation. En 2007 et 2008, une bonne partie du problème a été ce qu'on a appelé la course au plus bas niveau. Les agences de notation ont rivalisé entre elles pour produire les notes les plus hautes possibles. Et du coup, elles ont considérablement abaissé leurs critères. Fondamentalement, les émetteurs de dette souveraine font comme les émetteurs de produits financiers. Ils veulent avoir la note la plus haute. Du coup, pour Moody's, la France est toujours AAA. Mais pas pour Egan Jones. Notre point de vue, c'est que la dette a trop augmenté dans les dernières années, alors que le produit national brut stagnait. Il y a donc un problème de fond quant à la qualité de crédit des dettes souveraines. Pas seulement celle de la France, mais aussi celle d'autres États de l'Union européenne. Voilà. Thank you. Thank you very much. Merci. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. En fait, pour lui, les grandes agences sont beaucoup trop tendres. Ah, quel donneur de leçons. Pourtant, l'autorité américaine des marchés l'accuse d'avoir trafiqué son dossier d'homologation. Un paradoxe assez américain. Oui, tout comme cette juxtaposition de la finance et de ses dégâts. Ici, il y a des ouvriers syndiqués qui conspuent leur patron voyou. Et là, juste à côté, le mouvement Occupez Wall Street, c'est tous les jours un rassemblement d'employés de la finance qui protestent contre ces excès.
Yeah, welcome to USA. Welcome to New York City. Sans prendre pour autant des formes aussi contestataires, il y a une prise de conscience qui grandit à propos des turpitudes du monde de la finance et de ses obligés. Parmi lesquels les agences de notation. Ben oui, et on va voir pourquoi avec ces 3 anciens de l'une des Big Three, encore Moody's, qui après avoir quitté le navire, se sont regroupés dans un cabinet de conseil financier. Quand je suis entré chez Moody's en 1999, je ne sais plus exactement combien il y avait d'analystes. Une vingtaine, je crois. En 2007, ça dépassait les 120. Et cette multiplication par 6 ne donne qu'une faible idée de l'explosion du nombre de produits faisant l'objet de notation. La charge de travail était devenue énorme, c'était devenu une véritable fuite en avant. En 2006-2007, on avait une blague à propos de certains de nos managers. On disait qu'ils ne pouvaient jamais être dans leur bureau parce qu'ils couraient constamment d'un comité de notation à un autre. Ils expédiaient les comités de notation parce qu'il y en avait toujours un autre après, et il était 11h30. Et aucun d'eux n'avait encore pu ne serait-ce que passer dans son bureau. Ils étaient trop occupés pour s'atteler à leur propre travail. C'était devenu une machine folle? Exactement. Et si quelqu'un d'entre nous hissait le drapeau blanc et disait « On se calme, on ne peut pas travailler si vite, moi je ne peux pas valider ça », il était mis à l'index et il en supportait les conséquences. À l'époque, ce qui se passait, c'est qu'on avait de nombreuses discussions avec l'émetteur. Une grande banque du genre Citigroup, Goldman Sachs ou Merrill Lynch. Cette banque, parce qu'elle nous confiait énormément d'affaires, avait un pouvoir d'influence sur notre notation. C'est pas négligeable, une grosse part du chiffre d'affaires de la boîte. 3 ou 4 de ces banques-là étaient émettrices de ce qu'on appelait les produits financiers structurés. Et elles avaient une influence réelle, un vrai pouvoir de dissuasion, si on avait l'intention de noter différemment de ce qu'elles voulaient. Après, certains investisseurs ont dit « On a acheté du AAA, mais il ne s'est pas comporté comme un vrai AAA. Vous en êtes responsable. » Alors les agences de notation ont répondu, et dans un sens, ce n'était pas faux. Mais c'est seulement une note, une opinion. Parfois le AAA, ça rapporte un maximum, et parfois non. Nous, les juristes, nous n'étions pas dupes. En réalité, c'était des prévisions. Mais on a gagné la plupart des contentieux parce que dans la documentation, les agences avaient toujours pris soin d'écrire « Ceci n'est pas une prévision ». Pourtant, que ça plaise ou non aux agences, leur business, c'est bien de la prévision. Il est fondamental que parmi les réformes nécessaires, il y en ait qui amènent les agences de notation à dire non si elles pensent qu'on ne peut pas vraiment noter telle ou telle dette. La conséquence, ce serait qu'au lieu d'essayer de faire de plus en plus de chiffres, les agences s'assureraient que leur notation soit moins légère que ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. « 20h30, on arrive 35 » Vous avez le sentiment d'avoir plus de certitude ou moins de certitude que quand vous avez commencé? Moi, pour ma part, j'ai beaucoup changé.
Je suis arrivée dans cette mission avec une idée un petit peu de diabolisation des agences de notation, je le dis très clairement. Et aujourd'hui, je suis dans une période très différente, puisque premièrement, les investisseurs au travers des auditions, m'ont démontré qu'ils avaient besoin des agences de notation. Donc je privilégie beaucoup plus, non pas abolir, mettre fin à ces agences de notation, mais plutôt à travailler la qualité de la notation, la fiabilité de la notation. Les agences de notation ont été impliquées dans les subprimes, dans Enron, dans Parlamat, dans Lehman Brothers. On veut désintoxiquer le monde financier et néanmoins, à partir du moment où les banques prennent un peu du recul par rapport à certains marchés, par exemple celui des collectivités, eh bien, on a recours de plus en plus aux agences de notation. Donc c'est d'une part un passage de plus en plus obligé, et d'autre part, on veut se désintoxiquer. Non, mais il faut les contraindre quand même à ne pas faire n'importe quoi. Moi, je ne veux pas que ce soit les agences de notation qui fassent et défassent les gouvernements par des notes, des notations qu'ils balancent n'importe comment, comme ça leur... Quand ça leur convient. Non, je pense que vraiment on a un travail à faire. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au niveau européen, quand même, l'ambition du départ soit extrêmement rabotée. Enfin, le sentiment que j'ai eu, c'est que pour trouver des solutions, que ce soit la Commission, que ce soit au Parlement européen, ils vont descendre beaucoup de crans pour trouver des consensus. Il y a plus de détermination quand même ici que du côté des États-Unis. Ah, complètement. Donc, je pense qu'il y aura une progression. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Si je vous connais. Bonjour François. Voilà, François. Je te fais la bise. Ça va ? Il y en a un moyen qui est malfaisable. Lui aussi sur la mission des agences. C'est vrai, je pense que... Voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant avec des propositions, 26 propositions. Je crois un diagnostic et surtout un consensus total, quoi. Voilà. François, Frédéric, Emery ou moi, tout le monde pense pareil. Et donc le Sénat va se positionner unanimement sur cette question. Dans sa sagesse. C'est bien, hein ? On ne peut pas dire qu'elles sont responsables de la situation de la Grèce, ça ne se pose pas en ces termes-là, mais forcément, à un moment donné, quand la dégradation de la note arrive, c'était trop tard. Trop fort. Et trop fort, voilà. Et donc l'impact a été réel à ce moment-là, forcément. Merci, au revoir. C'est pas facile de... Non. Désolée, puis du coup, vous m'avez... ça m'a Parce que oui, effectivement, faut pas non plus... Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien ? Ça va ? Nous vous présentons donc aujourd'hui le rapport sur la mission commune d'information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation. Je voudrais, moi, souligner en tant que présidence l'absence de clivage politique au sein du Sénat et de cette commission, puisque ce rapport a été adopté la semaine dernière à l'unanimité, quelles que soient les étiquettes politiques au sein de cette commission. Unanimité de circonstances ou un vrai consensus ? Oh, je pense que nos sénateurs ont tous été sincèrement choqués par certains abus, comme celui-ci présenté comme un scoop de dernière minute. Il faut savoir à ce jour que les agences de notation font une marge de 40 à 50%, ce qui est énorme. Considérer aujourd'hui qu'une agence de notation qui n'a aucune responsabilité civile peut aller jusqu'à 50% de marge dans les services qu'elle rend est assez incroyable, voire assez hallucinant. Il faut une décision, à mon avis, politique qui dise pas normal d'avoir cet oligopole de 3 agences. Ce n'est pas normal que ce soit un monopole américain, donc il faut que la puissance publique intervienne, d'autant plus que de plus en plus ça s'assimile à un bien public. Une décision politique nous semble vraiment indispensable. Pour finir, petite synthèse des préconisations pour contrôler les agences et limiter leur impact. La question déjà, ça se
faire émerger un acteur supplémentaire, la création d'une agence européenne de notation. Il y a évidemment, sur les dettes souveraines, le changement du modèle émetteur-payeur, et puis surtout derrière, il faut réduire en tout cas l'importance des agences de notation aujourd'hui et mettre beaucoup plus de transparence dans tout ça, ne plus permettre du jour au lendemain qu'une communication soit faite en dégradant la note de la France à un instant politique bien précis qui pourrait déstabiliser un État, la France, la Grèce ou d'autres. Est-ce qu'il y a une relation entre le fait que les agences soient en ce moment dans le collimateur et ce nouveau rapport de force établi avec elle? C'est ce que pense une ancienne de Moody's. Elle y a passé 10 ans, c'était la patronne du bureau parisien. Quand elle en est partie, ses collaborateurs lui ont offert son portrait sous la forme précisément d'une fiche de notation d'agence. Oui, avec un triple A évidemment. Il me semble que les agences de notation aujourd'hui, ou certaines d'entre elles en tout cas, sont extrêmement sensitives et presque paranoïaques dans certains cas, par rapport à ce qui peut être dit de leur fonctionnement, de leur passé et de leur influence. Il me semble qu'il était bien plus amusant et bien moins stressant de travailler dans une agence de notation il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une phase de balancier dans laquelle, partout dans le monde, on veut réguler les agences de notation, on veut les contrôler, avec les nouvelles normes et les nouvelles régulations qui, jusqu'en 2007, n'existaient pas. Donc moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. À supposer que ces agences aient été un jour les maîtres du monde, elles ont perdu de leur pouvoir. Et remplacées par qui alors? Et si au fond, personne n'était plus responsable de rien, si personne ne maîtrisait plus rien? Alors rien qu'une machine folle qu'on appelle le marché.